Qui fut le premier président de la République française, Louis-Napoléon Bonaparte, élu au suffrage universel le 20 décembre 1848. Quasiment 3 ans plus tard, le 2 décembre 1851, il opère un coup d'État qui l'amènera, un an plus tard très exactement, à proclamer l'Empire et être lui-même sacré empereur sous le nom de Napoléon III. Napoléon III, Louis-Napoléon Bonaparte, était le fils de Louis, roi de Hollande, frère de Napoléon Ier et de Hortense de Beauharnais. De ce fait, Louis-Napoléon Bonaparte était le neveu de Napoléon Ier. Certains historiens ont mis en doute la légitimité de la filiation de Louis-Napoléon Bonaparte par rapport à son père présumé, Louis, roi de Hollande. Ceci est plus que douteux. Par contre, c'est quasiment avéré en ce qui concerne son demi-frère, le duc de Morny. Le deuxième président de la République, ce fut Adolphe Thiers, 1871-1873. Adolphe Thiers, né à Marseille, avocat journaliste à Marseille, où un grand lycée porte toujours son nom. C'est à la suite du désastre de Sedan et de la fin du Second Empire qu'Adolphe Thiers fut porté à la présidence de la Seconde République. Adolphe Thiers a souvent été reconnu par les historiens comme un personnage assez peu intéressant, cupide, vénal, avare, assoiffé d'argent, menant une vie privée assez dissolue, voire débauchée selon les critères de l'époque. Adolphe Thiers avait participé à la campagne électorale de Louis-Napoléon Bonaparte, qu'il avait largement soutenu, annonçant à ses camarades de combat: Louis-Napoléon Bonaparte est un imbécile que l'on manipulera. Mais en histoire, rien ne se passe jamais comme prévu. Peu après que Napoléon Bonaparte ait opéré son coup d'État, Adolphe Thiers dut s'exiler et fuir en Suisse pour éviter la prison. La prison que Louis-Napoléon Bonaparte avait d'ailleurs lui-même connue, puisque bien avant, il s'était échappé de la forteresse de Ham, où il était donc détenu, en se déguisant en maçon dont le nom était Badinguet. Il avait en fait subtilisé les vêtements de ce maçon nommé Badinguet, ce qui fait que la caricature lui utilisait constamment le prénom le sobriquet de Badinguet pour désigner l'empereur Napoléon III. En 1873, c'est le maréchal Patrice de MacMahon qui succède à Adolphe Thiers. Patrice de MacMahon, officier de cavalerie de la vieille école, qui a lui aussi fait les joies de la caricature, puisque celle-ci s'est amusée à répéter que Patrice de MacMahon, officier de cavalerie de la vieille époque, préférait visiter les écuries de chevaux plutôt que les expositions où étaient présentées des machines à vapeur, locomotives à vapeur entre autres, car c'était l'époque du début de la grande industrialisation. Patrice de MacMahon, 1873-1879. En 1879 apparaît Jules Grévy, mais Jules Grévy devra démissionner au cours de son second mandat en 1887 à cause du scandale des décorations. Scandale des décorations dans lequel était impliqué non pas lui-même mais son gendre qui va organiser et mis en place un fructueux trafic d'influence qui lui permettait de vendre des décorations de façon indue, imméritée, à des hauts personnages, à des notables désireux de les acquérir moyennant finance. C'est Sadi Carnot qui lui succéda. Sadi Carnot,
fut malheureusement assassiné en 1894 par l'anarchiste italien Caserio. Sadi Carnot était le petit-fils du célèbre révolutionnaire Lazare Carnot et le neveu d'un grand physicien. Après la disparition de Sadi Carnot, c'est Jean-Casimir Perier qui fut élu président de la République. Jean-Casimir Perier ne fut pas élu au suffrage universel, car il y avait bien longtemps que cela ne se faisait plus. Il fut élu par le Congrès, avec environ un peu plus de 400 voix sur un peu plus de 800. C'est Louis-Napoléon Bonaparte qui avait inauguré le suffrage universel, qui lui avait permis d'être élu avec plus de 5,5 millions de voix face à Louis-Eugène Cavaignac. Pour en revenir à Jean-Casimir Perier, issu de la grande bourgeoisie grenobloise, eh bien, il ne reste en place que 6 mois et 20 jours, car en janvier 1895, il décida de démissionner, estimant ne pas avoir suffisamment de pouvoir. Il mourut d'une angine de poitrine, mais bien longtemps après. Il était le petit-fils de Casimir Perier, ministre du dernier roi de France, Louis-Philippe Ier, qui lui mourut en 1832 du choléra. Jusqu'à cette époque, une épidémie de choléra s'était abattue sur la France. Félix Faure prit la suite, et Félix Faure est surtout connu pour l'épisode, les circonstances de sa mort. Félix Faure mourut dans les bras de sa maîtresse, en fait une semi-prostituée, du nom de Marguerite Steinheil. Cette mort eut lieu dans un salon de l'Élysée, intitulé le Salon Bleu. Les circonstances de cette mort, et notamment la position dans laquelle fut trouvé Félix Faure, permirent au député Clémenceau de faire ce qu'il estimait être de l'esprit, en déclarant « Il voulait être César, il ne fut que Pompée ». Plus tristement, plus tragiquement, car on doit noter que Félix Faure eut droit à des funérailles nationales, à des obsèques ponctuées d'honneurs militaires. Et bien, plus tragiquement, il faut admettre que, malheureusement, on donna son nom à un grand voilier, un 4-mâts, et ce 4-mâts fut pris dans une terrible tempête au passage du cap Horn. Une énorme lame glacée balaya 15 hommes, ils furent retrouvés, gelés, agrippés dans les haubans. Et en 1908, le même navire fut pris dans un terrible naufrage dans la brume. Les rares rescapés, les rares survivants, durent tenter pendant 2 mois de ne pas mourir sur une île déserte. Et malheureusement, on a des raisons de penser que la plupart moururent de faim. Mais l'histoire n'a pas retenu leur nom. Aucune stèle ne fut décernée à ces malheureux. Grandeur et servitude, aurait dit le poète Alfred de Vigny. Grandeur pour les uns, servitude pour ces courageux marins dont l'histoire n'a pas retenu le nom. Élu en février 1899, Émile Loubet, fils de cultivateur, fut le 8e président de la République française. Son septennat fut marqué par la grâce accordée au capitaine Dreyfus et surtout par la fameuse loi de séparation de l'Église et de l'État qui fut promulguée en 1905. À cette occasion eurent lieu de grands mouvements de tensions sociaux ainsi que de puissants affrontements verbaux auxquels furent notamment mêlés
Émile Combes et Jean Jaurès. En 1906, il est remplacé par Armand Fallières. Armand Fallières, personnage d'apparence débonnaire, était considéré comme un humaniste. Il avait notamment beaucoup milité en faveur de l'abrogation de la peine de mort. D'ailleurs, lui-même gracia de nombreux condamnés à mort, ce qui était assez audacieux pour l'époque. Il est marqué par l'incident qui survint lorsque, se déplaçant sur les Champs-Élysées, il fut soudain saisi à la barbe qui avait particulièrement imposante par un jeune garçon de café nommé Jean Matisse, surgi de la foule, qui tenta donc de lui attraper cette barbe. Le malheureux garçon, Jean Matisse, fut condamné à 4 ans de prison. La plaisanterie n'avait pas été appréciée. Le septennat d'Armand Fallières, qui dura donc jusqu'en 1913, fut aussi marqué, malheureusement, par de nombreuses grèves qui furent réprimées de façon particulièrement féroce par le président du Conseil, Georges Clemenceau. Un nommé Georges Clemenceau qui s'illustra d'ailleurs également de façon particulièrement funeste dans le rôle qu'il joua dans le déclenchement de la terrible guerre civile européenne qui survint en 1914. Le député d'extrême gauche, qui n'était plus député à cette époque-là, il était entre-temps devenu journaliste et il aspirait à devenir président du Conseil. Donc, Georges Clemenceau, obsédé par des haines farouches vis-à-vis de notamment la monarchie austro-hongroise, était un partisan frénétique de l'entrée en guerre et il œuvra considérablement dans ce sens. Il alla même jusqu'à organiser des défilés de manifestants qui réclamaient l'entrée en guerre de la France. Il ne lui restait plus qu'à faire constater aux autres notables qui siégeaient au gouvernement: regardez, le peuple demande la guerre, il faut donner satisfaction au peuple, c'est la loi de la démocratie. Ce rôle non négligeable, évidemment, fut pris en considération dans le déclenchement de la terrible tourmente qui survint peu après. Raymond Poincaré succéda en 1913 à Armand Fallières. Tandis qu'Armand Fallières avait connu une petite mésaventure du fait que un jeune garçon de café avait tenté de lui saisir sa barbe qui avait donc fort imposante, sans d'ailleurs beaucoup de dommages à la personne du président de la République, Raymond Poincaré connut par l'intermédiaire de son épouse une mésaventure à peu près du même ordre. Tandis que celle-ci, née Henriette Benucci, se promenait dans un jardin de l'Élysée, elle fut attaquée par un singe échappé d'un zoo, là aussi sans grande gravité. Beaucoup plus tragique est le fait que le nom de Poincaré restera pour toujours associé au déclenchement de la terrible guerre civile européenne. Il faut admettre à la décharge de Georges Clemenceau, qui avait joué un rôle majeur dans le déclenchement de cette terrible tourmente, qu'il n'était pas le seul, loin de là, à militer pour la guerre. Si Georges Clemenceau fut, à l'issue du conflit, largement honoré, alors qu'il avait joué un rôle considérable dans le déclenchement de la tragédie, il n'en restait pas moins que la plupart des gens, à cette époque, étaient pour la guerre. Ils souhaitaient la guerre, ils souhaitaient l'entrée en guerre, estimant d'ailleurs, pour la plupart, qu'elle serait de courte durée. Un seul homme, parmi ceux qui avaient voix au chapitre, s'était opposé de façon assez ferme à l'entrée en guerre, c'était Jean Jaurès. Cela ne lui porta pas chance, bien entendu, puisque il mourut assassiné. Il fut frappé d'un coup de tir au pistolet
par un nommé Raoul Villain alors qu'il dégustait une tarte à la fraise sur la terrasse d'un café dans la rue intitulée rue du Croissant. Son agresseur, donc le fameux Raoul Villain, fut acquitté, ce qui montre à quel point, à cette époque, l'opinion publique était favorable à l'entrée en guerre, tandis que Jean Jaurès lui-même était considéré quasiment comme un traître du fait qu'il appelait à la paix. En 1917, Raymond Poincaré fut l'objet d'une campagne de critiques assez méchante, assez virulente et il faut dire assez injuste. Il fut caricaturé dans les journaux d'opposition avec l'inscription suivante: l'homme qui rit dans les cimetières. Pour beaucoup, Raymond Poincaré fut l'homme qui rit dans les cimetières. Pourquoi? Parce que Raymond Poincaré avait été invité à se recueillir dans un cimetière de soldats, alors qu'il faisait face à une tombe d'un malheureux soldat, donc qui était mort peu avant. Ce jour-là, le ciel était nuageux. Soudain, un rayon de soleil a transpercé à travers un nuage et lui a frappé l'œil, ce qui l'a obligé à grimacer. Un photographe mal intentionné se trouvait précisément là, à cet instant, et le hasard a voulu qu'il fixât la posture du président Raymond Poincaré dans son objectif à cet instant précis, très exactement. La photo fut publiée et tous les journaux d'opposition, bien entendu, ne se gênèrent pas pour essayer de ridiculiser, de dénigrer le président par cette formule, l'homme qui rit dans les cimetières. Hélas, la tragédie dura, comme tout le monde sait, jusqu'en 1918. En 1913, Raymond Poincaré convoqua le gouvernement pour discuter sur le sujet suivant. Que sera la France en 1925, c'est-à-dire 12 ans plus tard? Lors de ce colloque, on parla d'éducation, on parla d'agriculture, on parlera d'instruction, on parla aussi d'ordre public, bref, de toutes sortes de sujets. Un seul sujet ne fut pas évoqué, c'est le sujet de ce qui arriva précisément un an plus tard, la grande tourmente de 14-18. En deux mots, Raymond Poincaré était un homme politique comme un autre. On sait que Sadi Carnot avait un oncle qui était un grand physicien. De la même façon, Raymond Poincaré avait un cousin qui fut reconnu comme un mathématicien et un physicien émérite. On peut se dire que peut-être si Sadi Carnot et Raymond Poincaré avaient choisi de s'orienter vers les sciences plutôt que vers les combats politiques, ça aurait été mieux pour eux-mêmes bien sûr, mais aussi pour la France, pour la société, pour l'Europe, pour le monde, pour l'humanité tout entière d'une façon générale. Car on peut légitimement penser que les sciences sont plus utiles à l'humanité que le combat politique. En 1920, Raymond Poincaré fut remplacé par Paul Deschanel. Le malheureux Paul Deschanel est mêlé à deux incidents qui permirent très vite de douter de sa santé mentale. Peut-être à tort d'ailleurs. Dans un premier temps, lors d'un banquet à Nice, il proclama de façon théâtrale, il récita un couplet, une espèce de poème qui fit que certains s'interrogèrent. Bon, en soi, le phénomène n'était pas absolument anormal. Paul Deschanel était un lettré. C'est peut-être le contexte, la façon dont l'événement eut lieu qui peut permettre d'émettre des doutes sur sa santé mentale. Plus grave, plus étonnant du moins, est le fait que, peu après, Paul Deschanel tomba ou descendit d'un train en marche, ce qui permit à de méchants caricaturistes de se moquer de lui de façon plus que cruelle. En fait, ceci peut quand même s'expliquer. À l'époque, les trains ne roulaient pas vite. À l'époque, les portes et les fenêtres qui donnaient
sur l'extérieur n'était pas verrouillée. On peut imaginer que Paul Deschanel, voulant se rendre aux toilettes, s'est trompé de porte, les deux portes étant proches, et est tombé sur la voie, à l'extérieur. Peut-être a-t-il, à ce moment-là, un peu assoupi, mal réveillé, on ne sait pas trop. Quoi qu'il en soit, il ne se blessa pas gravement, mais donc les critiques concernant sa santé mentale redoublèrent d'intensité et il dut démissionner. Il fut placé en sanatorium pendant environ 3 mois. Peu après, donc une fois sorti, il fut réélu, non plus président de la République, mais sénateur. Donc ceci en 1921. En fait, son mandat ne dura que 7 mois. Et l'année d'après, malheureusement, en 1922, toujours sénateur, il mourut. C'est Alexandre Millerand qui le remplaça. Alexandre Millerand connut, si vous voulez, ou fit connaître à la France une ère de développement industriel assez important. Clémenceau se moqua de lui d'une façon assez méchante. Peut-être Clémenceau était-il mal placé pour se moquer de qui que ce soit, du fait du rôle qu'il avait joué dans le déclenchement de la guerre de 14-18 et sa prolongation. Clémenceau donc se moqua d'Alexandre Millerand en ces termes: il est idiot, il est méchant, il a parfois des lueurs de bon sens. Et en plus, il a la tête carrée. Bon, tête carrée, si on regarde les photos, ça paraît concevable. Pour le reste, c'est, on peut dire, plus que douteux. Ces jugements n'engagent que ceux qui les portent. Alexandre Millerand, qui a donc remplacé Paul Deschanel en septembre 1920 à la suite de la mise en retrait de ce dernier, démissionnera 4 ans plus tard, donc en 1924. Et c'est Gaston Doumergue qui va lui succéder. Gaston Doumergue, donc, élu lui aussi pour 7 ans. Durant le mandat de Gaston Doumergue, l'ère de prospérité de la France va continuer. Mais Gaston Doumergue ne va pas solliciter un deuxième mandat. Il va souhaiter se retirer de la vie politique. Toutefois, un an après, il sera rappelé pour prendre la présidence du Conseil. Mais malheureusement, en 1934, il sera indirectement mêlé à l'assassinat de son ministre Louis Barthou à Marseille, ce qui l'amènera à définitivement se retirer de la vie politique. Entre-temps, en 1931, c'est Paul Doumer qui a été élu. Mais Paul Doumer ne va pas rester longtemps, car en 1932, il va être assassiné par le dénommé Paul Gorgulov. Selon certains dires, Paul Doumer aurait annoncé à certains de ses proches, faisant allusion à la mort de Sadi Carnot, assassiné par l'anarchiste Caserio, finalement, moi aussi, à mon âge, il ne me déplairait pas de mourir assassiné. C'est exactement ce qui arriva donc en 1932. Albert Lebrun va lui succéder. Et en 1939, donc 7 ans après, il sera réélu. Mais à ce moment-là, apparaît le spectre, disons, de la Deuxième Guerre civile européenne. Albert Lebrun va appeler le maréchal Pétain au gouvernement. Et peu après, Albert Lebrun va complètement disparaître. Il va se retirer de la vie politique française en 1940. Il va se retirer, il va partir se réfugier dans l'Isère sans pour autant démissionner. À ce moment-là, le Parlement va confier les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. C'est alors que commence le chapitre de la deuxième autodestruction de l'Europe.
Bon, alors finalement, ces hommes, tout président de la République qu'ils aient été, ils valaient pas mieux que vous. Il n'était pas meilleur que vous, pas plus honnête et même pas plus intelligent. Et ça va pas changer parce que, souvenez-vous, depuis l'époque des Romains, depuis l'époque de César et Pompée, une seule chose n'a pas changé sur la surface de la planète, c'est l'homme.